En premier, merci à tous ceux et celles qui ont travaillé sur le budget. C'est un énorme travail pour mettre en place le budget. Tous les services sont impliqués, tous les responsables sont impliqués. La direction générale, énormément de travail, direction des finances, trésorerie, tout ça. Madame la présidente du comité exécutif, merci beaucoup pour votre travail. C'est beaucoup de travail, il faut le reconnaître aussi. Je pense globalement c'est un bon budget. Je vais voter en faveur de ce budget. Donc, je vais commenter quelques éléments où je pense qui méritent d'être soulignés pour tout le monde dans la salle et d'autres où je pense qu'il faut qu'on travaille encore ensemble. Le premier, dernièrement, on entend beaucoup parler du logement. Les sommes historiques qu'investit la Ville de Montréal présentement dans l'acquisition pour le logement, c'est incroyable. C'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est du fondamental. Ça, c'est de l'infrastructure pour réduire le coût de vie pour tous les gens à Montréal. On va dans la bonne direction avec ça. Non, effectivement, il y a eu des débats sur les chiffres de combien était construite versus les subventions, ici et ça, on le voit. Mais l'infrastructure qu'on fait avec les acquisitions des terrains et des bâtiments pour en faire et pour construire éventuellement du logement social ou socialiser ce qui existe, c'est la base. Et c'est une très bonne nouvelle. Donc, il faut le souligner. Et là, le leadership sur le logement, c'est à Montréal. Et donc, je pense que c'est important de le rappeler parce que quand on lance des flèches à la Ville de Montréal et les blâme la Ville de Montréal pour la non-livraison d'unités de logement social, on fait mal, je pense, à la cause de logement social parce qu'on sait très bien que le problème reste à Québec. Les sommes ne sortent pas. Ils ne sont pas convaincus de la manière dont il faut sortir. Ils ont complètement changé le programme. Ils ont chamboulé tout le fonctionnement du système de logement social au Québec. Ils ont créé un nouveau programme, le FAC. Moi, je pense que le problème reste à Québec. Si Québec était mobilisé comme Montréal, je vous garantis qu'on construirait beaucoup plus. Donc, aidons nous, tout le monde, ensemble dans la salle, à mettre la pression sur la CAQ, sur Québec, parce qu'à date, ils n'ont pas démontré une très grande priorité pour le logement social à Montréal. C'est un grand problème. Un autre bon coup, je pense, qu'il faut mentionner, c'est les investissements très importants dans la mobilité active. Là, on a parlé justement aujourd'hui, suite à la tragédie qu'on a entendue, qui s'est passée hier. Ça nous affecte, ça fait penser à nos familles. On a certainement passé nos condoléances à la famille affectée. Mais quand on construit des pistes cyclables, des saillies de trottoirs, ça c'est fondamental également. Et oui, c'est bien d'avoir des policiers pour faire un peu de surveillance de temps en temps, ça aide, mais ça ne change pas le système. Parce que le problème avec les décès sur la route, entre automobilistes et automobilistes, automobilistes et cyclistes, automobilistes et piétons, c'est parce que le système ne fonctionne pas pour sécuriser les gens. Le système est fait pour les autos, il faut le dire. C'est un système de transport. Donc, si on veut vraiment réduire le nombre de décès et blessés graves, il faut changer le système. C'est-à-dire, tout le monde dans nos arrondissements, il faut accepter des voies réservées d'autobus. Il faut faire des pistes cyclables dans nos arrondissements. Il faut prioriser les piétons par-dessus le stationnement. Il faut faire des investissements. Oui, les dodans, oui, les pancartes, oui, les radars, mais il faut s'attaquer à la système qui crée les décès et les blessés graves. Donc, l'investissement dans les pistes cyclables, c'est bon pour ce système, pour le rendre plus humain. Et ce n'est pas juste pour les cyclistes. Quand on fait une voie cyclable bien protégée, on enlève souvent une voie aux autos. On rétrécit les voies. On fait en sorte que le système de la rue fonctionne mieux et ça rend plus humain. On réduit le bruit. On réduit le chance des accidents. Donc, on a vu la qualité de vie qu'on a améliorée pour tout le monde, pour 100% des usagers de la rue Saint-Denis. La qualité est améliorée parce que, fondamentalement, on a regardé le système puis on l'a amélioré. Puis, effectivement, il faut aller plus loin. Il faut qu'on soit 100% du monde dans cette salle dévoué à changer le système. Un autre bon coup, protection
des espaces verts et plantations d'arbres. Le Grand Parc de l'Ouest, je trouve, c'est un projet magistral. C'est très cher, mais si vous regardez et suivez un peu le COP15 et les discussions qui sont hyper archi importantes pour l'environnement, on comprend pourquoi c'est important de protéger la biodiversité. Puis il faut le faire partout à la ville. Donc les acquisitions en matière de protection et d'acquisition pour la biodiversité, pour les espaces verts, ça c'est fondamental aussi. Ça change une ville, mais ça change aussi la nature autour. Quand on voit des arbres et de gazon, c'est beau pour nous, c'est la fraîcheur, mais il y a des services écosystémiques qui sont rendus par ces arbres, par ces gazons. Donc, ça, c'est aller dans le bon sens de Montréal. Puis je pense que tous les citoyens de Montréal, que ce soit à Pointe-aux-Trembles, Pierrefonds, La Salle, Sud-Ouest, veulent plus de verdure, plus d'espace vert. Donc là, on va vraiment dans le bon sens. Écofiscalité, là, vous me connaissez, le taxe sur le stationnement à travers la ville de Montréal, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. On l'a demandé depuis très longtemps, on a eu des discussions depuis longtemps sur ce dossier-là. Ça a un potentiel levier de création de logements, de construction sur des grands espaces. C'est un levier financier aussi pour la ville de Montréal. On calcule 5 millions juste cette année. La seule chose que je dirais, c'est peut-être qu'il faut aller plus loin avec le taxe de stationnement pour la prochaine fois. Parce que le taxe de stationnement ne s'appliquera seulement sur des stationnements de 20 000 mètres carrés. Donc, moi, j'ai essayé de faire un peu le jeu avec les outils de Google Maps pour voir combien de stationnements à Montréal il y en a qui sont 20 000 mètres carrés et plus. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a trop déjà, mais il n'y a pas tant que ça. Donc, peut-être à réduire ça à 15 000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés, puis augmenter un peu les frais. Ça peut stimuler plus de création de logements et moins des espaces minéralisés et carrément affreux. C'est un gaspillage d'espace, les grands aires de stationnement à air ouverte. Moi, je vois que juste le potentiel pour faire autre chose avec des grands stationnements. Là où il faut que je pense qu'on travaille un peu, en matière de sécurité publique, je pense que le débat n'était pas sain dans la société civile. En général, je pense qu'il y a eu beaucoup trop de focus sur les côtés répressifs de l'affaire. Je pense qu'il faut vraiment recentrer nos discours sur la prévention. Et pour les raisons aussi financières, c'est vrai que le budget de l'SPVM explose. C'est vrai aussi que le gouvernement du Québec nous donne 250 millions de dollars. Mais c'est pour 5 ans. Qu'est-ce qui se passe si on embauche 100, 150 policiers après 5 ans? Il faut trouver cet argent quelque part. Ça va être à nous d'avoir cet argent-là. Peut-être le gouvernement du Québec ne serait pas là avec un autre 250 millions de dollars pour 5 ans après. Donc, ça devient un problème financier. On parle de trop d'embauches, mais ça, c'est un endroit où on voit un budget exploser, de overtime exploser. Mais peut-être c'est parce qu'on ne s'attaque pas assez à les racines. Et bien sûr, on ne contrôle pas tous les leviers sociaux pour réduire la délinquance et la criminalité dans ce monde. On ne contrôle pas le système de santé, on ne contrôle pas le système d'éducation, on ne contrôle pas l'assistance aussi sociale. Malheureusement, je pense qu'on ferait un meilleur job que le gouvernement du Québec actuellement. Clairement, ce n'est pas leur priorité d'aider les gens qui en ont besoin, les plus démunis de ce monde. Ça, c'est mon opinion. Mais pour chaque dollar investi dans la prévention, on va sauver plus d'argent dans la répression. C'est un outil financier magnifique. C'est un outil financier magnifique. Il y en a eu beaucoup des études faites par le gouvernement du Canada, des universitaires. Les données sont là. Dans les États-Unis, ils ont fait énormément d'études. Imaginons là, si on mettait 50 millions de dollars cette année dans la prévention. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça pourrait avoir beaucoup d'effets impressionnants. Chaque jeune qui commet des crimes, qui devient délinquant, qu'on perd dans le système carcéral, est une perte pour tout le monde. C'est une tragédie, ça aussi, quand les familles ils perdent leurs jeunes, puis le jeune, peut-être, il va devenir encore plus criminalisé quand il rentre dans les prisons. Ça, c'est un problème sociétal. Nous, on a juste à penser à la police. Mais qu'est-ce qui se passe après qu'une arrestation est faite? Donc, on veut faire plus de prévention pour aider les jeunes, surtout les jeunes hommes, à avoir des meilleurs comportements, à avoir une meilleure confiance, de croire dans leur vie. Il faut aider les familles. Il
faut aider la prévention, c'est aussi auprès des familles. C'est dans les jeunes, dans les écoles. C'est le mentorat. Il y a des groupes comme Coalition Posée. Il y a des groupes comme le BUMP dans la Petite Bourgogne qui font le travail magnifique. Puis, eux, ils peuvent former plus de monde. Ils peuvent former plus de mentors pour aider ces jeunes-là, pour prévenir à un crime éventuel. N'est-ce pas? Est-ce que c'est pas mieux de faire la prévention pour le crime n'ait pas lieu avant que la police doit intervenir? Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de personne incarcérée par la suite. Madame la Présidente m'informe qu'on prend notre pause de lunch, je pense. Je vais continuer par la suite. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Sauvé. Nous en étions à une intervention de Monsieur Craig Sauvé. Monsieur Sauvé, on vous écoute. Bon, mais merci, Madame la Présidente. J'avais une bonne élan, là, mais j'espère que tout le monde a bien mangé. C'est important aussi pour bien faire nos travaux. Je parlais justement de la prévention. Et je pense que ce que je voulais évoquer, c'est l'importance que ça pourrait prendre afin de réduire les dépenses en matière de ressources humaines à la police. Ça pourrait être un outil magnifique. Puis il faut, je pense, un peu l'encadrer ça comme ça aussi. J'ai mentionné un peu des bénéfices que ça peut donner à la société globale, au-delà de municipal, moins de personnes incarcérées, moins de jeunes qui sont délinquants, moins de jeunes qui vont commettre des crimes. Et bien sûr, ce n'est pas toutes les choses qui peuvent être réglées par la prévention, mais une énorme partie. Parce qu'on a parlé beaucoup de ressources humaines de police ici. J'ai entendu beaucoup ça ici. Mais la prévention, comme je dis, il y a beaucoup d'études qui démontre que $1 va retourner $1,80, c'est une étude, 10 piastres, il y a énormément de preuves que des interventions auprès des familles en trouble, des jeunes, des étudiants, des personnes partiellement délinquants, partiellement criminalisées, à risque d'être, peut prévenir des crimes. Donc, les gains sont vraiment là. Donc, si on commence à reframer le débat, pour les raisons financières, mais aussi pour les raisons de la bénéfice de la société. Pour dire la prévention, ça sauve des vies, mais ça sauve des scènes à la ville. Peut-être là aussi, c'est une manière de réduire un peu l'explosion des budgets de l'SPVM. Et comme j'ai mentionné également, après que l'entente qu'on a avec le gouvernement n'est plus en vigueur, s'il n'y a pas d'autre argent, c'est nous qui sommes prises avec ça. Donc, c'est une responsabilité qui va peut-être, on va se trouver en 2027, puis on a embauché un paquet de policiers, puis on n'a pas trouvé les sommes pour les payer. Puis où est-ce qu'on va couper? Est-ce qu'on va hausser les taxes? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc l'entente, ça règle pour le moment un enjeu, mais qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans? Donc la prévention, je pense que c'est un outil qu'on doit, tout le monde dans la salle croit dans la prévention, mais peut-être on peut aller plus loin et pousser l'enveloppe, investir un petit peu plus. On a un an à travailler ce dossier-là. Je sais que M. Varencourt, il fait énormément de travail avec les groupes communautaires pour mieux comprendre leur réalité sur le terrain. Là, on a du travail, puis je pense que c'est un angle très intéressant afin de réduire le nombre de crimes commis, réduire le nombre de jeunes carcérés et réduire à long terme, à moyen terme, le budget de l'SPVM pour que ça pourrait être plus réaliste pour la Ville de Montréal. Donc, l'autre point que je voulais mentionner aussi, mais en fait, j'avais un point aussi sur l'EMIS. C'est un bon coup aussi. Il faut mentionner, là, dans mes bons coups, le déploiement de l'EMIS à travers la ville. C'est un bon coup également. Il faut le reconnaître. C'est pas totalement la prévention, mais c'est un bon outil pour gérer des enjeux que la police gère maintenant, qui ne sont pas nécessairement bien équipés pour le gérer, et les personnes en situation de crise de santé mentale, toxicomanie, autre chose, servies par les gens qui sont des interventions, des agents d'intervention sociale et pour santé mentale, toxicomanie et autres, sont beaucoup mieux servir la société, puis ça peut mener à la prévention d'après. Donc, un bon coup quand même, c'est l'EMIS. Il ne faut pas l'oublier. C'est en réaction. Un appel à l'EMIS, c'est souvent en réaction de quelque chose qui arrive. Donc, la vraie prévention, c'est très, très, très en amont que quelque chose n'arrive pas. Deuxième point que je voulais un peu jaser, l'itinérance. Je pense que c'est une crise également qu'on vit. Ce n'est pas juste à Montréal, c'est à travers le Québec, c'est à travers le Canada, c'est à travers les États-Unis. C'était déjà une crise, on le sait.
Mais avec ce qui est arrivé avec la pandémie, c'est explosé encore. Et j'ai compris, ma compréhension de comment le traitement de l'itinérance est allé au Québec et à Montréal. Je voyais notre mairesse et nos ambassadeurs de la Ville de Montréal fighter le gouvernement du Québec pour qu'il sorte des ressources, des scènes, qui abrogent, qui changent des règlements pour permettre. Vous rappelez-vous, quand on a pu, pendant le couvre-feu, on n'avait pas le droit d'être dehors à certaines heures, mais pour protéger les personnes itinérantes, c'est la Ville de Montréal qui a mené cette bataille. Et c'est toujours la Ville de Montréal avec ce gouvernement. J'ai comme le sentiment, ça va être mon thématique pendant tout, je trouve que on est un peu oublié par le gouvernement provincial. Montréal est oublié par la CAQ. Et c'en est un autre exemple. Mais là, avec l'itinérance, comme on sait, je veux pas juste jouer sur les cordes trop émotionnelles, mais les vies sont en jeu aussi. Puis on le sait. Et c'est ça le problème avec cette crise-là. Et quand je parle avec des groupes communautaires dans mon secteur, ce que je ressens chez eux, c'est qu'ils sont au bout de souffle. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent. Et ils n'ont pas nécessairement les ressources pour monter un projet de A à Z. Donc, la Ville est en accompagnement, ce qui est bon. Puis, ce qu'on voit aussi, on note chez les groupes communautaires, ils sentent que la Ville est là avec eux aussi. Mais il y a des besoins qui ne sont pas encore répondus à la Ville de Montréal en matière d'itinérance, en termes d'hébergement d'urgence, en termes d'hébergement plus permanent. En matière de logement, on crée avec le programme de logement tout le continuum de transition. Mais en termes d'urgence et en termes de ressources pour les personnes en situation d'itinérance, je me demande si peut-être la Ville devrait prendre encore plus le lead et mettre le gouvernement du Québec dans une position où ils doivent refuser de transférer des sommes pour le leadership que peut-être la Ville de Montréal peut prendre. On a des ressources organisationnelles importantes à la Ville en matière immobilière, organisation, finance. Est-ce qu'il y a d'autres ressources qu'on peut mettre de l'avant pour essayer de réduire le nombre de personnes qui doivent dormir dans la rue, que ce soit en été ou en hiver? Est-ce qu'on peut avoir un hébergement d'urgence municipal, totalement municipal? C'était ça dans l'époque. Est-ce qu'on doit considérer ça? Mais si c'est une crise, je pense qu'il y a une opportunité, ou pas une opportunité, mais un besoin, en fait, d'aller plus loin. Je ne sens pas encore une grande priorisation de ce dossier par Québec. Mais Montréal, je pense qu'on a des gens de bon cœur, de bonne volonté, qui croient aussi, mais on a peur aussi d'être pris avec un dossier sans le financement. Et c'est réel. Je pense que c'est légitime d'avoir des inquiétudes par rapport à qui va nous financer si on lance des projets. Mais il faut qu'une source gouvernementale soit plus présente encore pour régler ça. Puis peut-être ça va amener le gouvernement du Québec avec nous. Et surtout, tout ce qu'on fait doit être fait absolument, puis tout le monde le sait dans la salle, en consultation directement avec les groupes. Donc, on va passer l'autre hiver. J'ai peur pour cet hiver. Je sais que les gens à la Ville travaillent très, 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 très fort en matière d'itinérance. Mais est-ce qu'on peut être capable de sortir de la boîte et trouver d'autres solutions pour aider les personnes en crise présentement, qui leur vie est en danger? Je pense aux encampements. C'est un enjeu. Là. C'est soit des gens qui disent on veut permettre tous les encampements ou on va les enlever. J'entends des deux. Peut-être qu'il y a une troisième voie pour les encampements, de créer des petits satellites avec des travailleurs payés par la Ville. Je ne sais pas, mais ce qui se passe présentement, quand on voit qu'un encampement est démantelé, on vulnérabilise, we vulnerabilize people dans les situations. Parce que dans les encampements, il y a quand même une communauté, il y a quand même des gens qui sont là. C'est pas le paradis dans les encampements, on s'entend là. Puis il y a des enjeux de cohabitation très, très, très réels. Mais il y a quand même une certaine petite once de sécurité que les gens ont dans les encampements. Si des gens qui sont en train de s'injecter, prendre des opioïdes, peut-être il y a quelqu'un qui peut noter que quelqu'un est en train d'avoir une surdose. Mais si on a juste des tentes cachées dans le fin fond de la ville, les gens tout seuls, on risque d'avoir d'autres overdoses. C'est un vrai problème. Donc, est-ce qu'il y a une troisième voie pour les encampements? Est-ce qu'on peut prendre le temps et vraiment se mettre là-dessus, tout en trouvant une manière de travailler la capacité de cohabitation, parce que ça aussi, c'est important. Chaque fois qu'on a un enjeu de cohabitation, ça met en trouble la prochaine ressource que soit un groupe communautaire, soit le gouvernement du Québec ou que Montréal veut mettre en place. Donc, la cohabitation va être
extrêmement important pour réussir les projets en matière d'itinérance, pour aider les personnes en situation d'itinérance, pour éventuellement, si possible, les sortir de la rue. Donc, ça, je pense que le leadership est là, la volonté est là, je pense qu'on est capable d'aller plus loin. Puis, donc, j'appelle à tous mes collègues de tous les bords de ce conseil d'aller plus loin. Troisième dossier, ma dernière dossier, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le STM. Et ce qu'on a entendu par rapport à des possibles scénarios de coupure de service, ça, là, je pense pas qu'on peut aller là. Et encore, thématique de la journée, bataille avec Québec pour du financement correct. Encore, je n'ai pas ressenti beaucoup de l'amour pour le transport commun, de compréhension de transport commun du gouvernement du Québec. Fait qu'il faut on se bat pour chaque scène. Et là, on rentre dans une autre phase de négociation avec le gouvernement provincial pour les sommes. Et là, on commence à avoir des déficits potentiels, 77 millions. Ça commence à être très grave. Et des coupures de services, si on se rend là, je pense que c'est très, très problématique. Imaginez, là, je voulais en fait partager une citation avec vous, parce que l'urbaniste Brent Toderian a dit « Frequency is freedom ». J'ai adoré ça. Je pense que c'est très, très apte. C'est en parlant du fait que s'il y a une bonne fréquence d'autobus, même si on manque un premier autobus, ça ne nous dérange pas, parce qu'il va en avoir un autre dans pas longtemps, s'il y a beaucoup d'autobus. Donc, frequency is freedom. Je sais qu'il va en avoir un autre autobus dans 4 minutes, dans 5 minutes. Fait que je ne suis pas trop stressé le matin. Donc, je peux me rendre librement à la ligne d'autobus pour aller au travail le matin. Imaginez-vous, en plein milieu de l'hiver, vous venez juste de manquer un autobus, puis vous devez vous rendre au bureau pour 9 heures le matin, ou à la garderie, ou à l'école. Mais tout d'un coup, ça devient stressant si le prochain autobus vient dans 20, 25 minutes, 15 minutes. Ça commence à bouleverser. Donc, on perd la fréquence. Et la prochaine fois, peut-être, on pense à prendre notre auto, si on a un auto, et pas aller chancer ça avec un autobus. C'est là où commence à être très, très problématique. Donc, on a travaillé la ville de l'infrastructure avec l'STM pour avoir 300 autobus de plus, pour avoir plus de fréquences et moins de sardines. Mais tout ça, ça paye à long terme, et on ne peut pas mettre ça en péril. Même si c'est des coupures pour les 400 qui vont au centre-ville, puis oui, il y a moins de travailleurs, toutes les personnes qu'on peut convaincre de rester dans les autobus et dire c'est mieux de prendre l'autobus, c'est mieux de prendre le métro, même que vous faites votre shopping de Noël, même si vous allez à l'école, c'est mieux parce que ça va être fréquent. C'est ça le bénéfice. La fréquence fidélise la clientèle future. Donc, je ne veux pas qu'on perde ça. Et ça, c'est une inquiétude vraiment que j'ai. Donc, pour ma part, en 2023, lors d'une crise climatique qui s'empire, et nous qui avons des objectifs en matière de réduction de présence d'automobiles dans nos rues, pour des bonnes raisons qu'on a discuté ce matin, je trouverais une coupure inacceptable. Je pense qu'on ne peut pas se rendre là. Ça ne devrait pas être sur la table. Donc, il y a des solutions que la ville peut mettre en place si on se rend là, puis le gouvernement ne répond pas de façon positive à nos demandes en matière de financement. On peut augmenter la taxe sur le stationnement qu'on a mentionné. Là, ça couvre juste des 20 000 mètres carrés. Peut-être on peut mettre ça à 15 000 mètres carrés. On peut augmenter tous les parcs par 25 cents. On peut augmenter le coût des infractions de parking, surtout sur les coins de rue ou dans les places de personnes à mobilité réduite pour augmenter la visibilité et augmenter la mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Il y a certains outils peut-être qu'on a de notre ressort qu'on peut voter ici, des changements de règlement, des changements de coûts pour pouvoir payer le transport commun. Donc, je pense que peut-être on a des moyens aussi. Je comprends que peut-être l'administration ne veut pas aller là maintenant, mais je vous dis, de couper dans le service à l'STM, ce serait inacceptable. On ne peut pas se rendre là. Donc, moi, je suis prêt à venir ici en plein été, n'importe quand, un vendredi soir pour voter ce qu'il faut, pour financer le STM s'il faut. Mais je vais être aussi là pour vous backer quand on est en négociation avec Québec et mettre la pression. Donc, je crois là-dedans. Ça, c'est mes 3 points où je pense qu'on devrait travailler plus. Encore, je pense qu'il y a des très, très bons éléments que j'ai voulu nommer le positif aussi parce qu'il faut continuer d'aller dans ces directions-là. C'est un bon budget globalement. Et on a du travail à faire tout le monde ensemble. Donc, essayons de ce qu'on dit ici, de le faire aussi dans nos arrondissements. Quand on a parlé de transport en commun, quand on a parlé de service au vélo, quand on parle des itinérants, quand on parle de logement, soyons proactifs dans nos arrondissements, tout le monde dans la salle également.
Merci beaucoup, Madame la Présidente.